Bienvenue sur ce live. On est là pour parler d'actu, c'est Chic on Vénère. Et ce soir, on va parler de mouvements anti-genre, les mouvements transphobes plus spécifiquement, et comment les mouvements anti-genre ont contribué à façonner l'accord de coalition belge, l'accord fédéral donc de notre actuel gouvernement. Une enquête, je pense, de Apache. Dans son accord de coalition, le gouvernement de Bart De Wever a annoncé qu'il commanderait une étude sur l'utilisation des bloqueurs d'hormones chez les jeunes souffrant de dysphorie de genre. La Belgique se place ainsi parmi les pays européens qui examinent les soins de santé destinés aux personnes transgenres. En coulisses, des forces réactionnaires issues des milieux médicaux, politiques et religieux œuvrent à diffuser une pseudoscience dangereuse auprès d'un public toujours plus large. Le mouvement anti-genre cible de plus en plus les bloqueurs de puberté comme le décapeptine, utilisé dans le cadre de soins aux personnes transgenres. Ils suspendent la puberté pendant un certain temps, explique Vince, 20 ans, qui a commencé à prendre ces bloqueurs il y a 8 ans. Ils stoppent certains changements physiques comme le développement des seins ou de la mue de la voix. C'est un traitement pour les jeunes qui souffrent de dysphorie de genre. Pour les personnes qui connaissent pas bien ou qui connaissent pas bien ce sujet, le bloqueur d'hormones, c'est vraiment quelque chose qui sauve des vies, qui sont essentielles. Si des personnes souffrent de dysphorie de genre, ça peut mener à une telle souffrance que beaucoup de jeunes se suicident et tout ça. Donc le taux de suicide chez les personnes trans est toujours énormément élevé. Statistiquement, c'est des personnes queer qui sont les plus victimes de suicide. Ça se dit pas comme ça, il y a un mot pour ça, mais bref. Et du coup, les bloqueurs d'hormones, c'est quelque chose qui peut vraiment sauver des vies, surtout dans un moment de la puberté qui est souvent extrêmement difficile pour les personnes queer en général. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et aussi un point que je voulais aborder, c'est qu'il y a beaucoup souvent les adultes qui parlent sur les enfants, les politiciens qui parlent sur les enfants, qui sont là soi-disant pour sauver les enfants ou je ne sais quoi. Mais les premières concernés sont vraiment jamais consultés ou jamais crus, et c'est le même problème avec par exemple la pédocriminalité, c'est parce qu'on ne croit pas les enfants, on n'écoute pas assez les enfants que ces problèmes peuvent perdurer, que par exemple il y a plein de personnes trans, d'enfants trans qui n'ont pas accès aux bloqueurs d'hormones parce que leurs parents les croient pas, les médecins les croient pas ou les écoutent pas ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est un gros problème sociétal de fait qu'on n'écoute pas les enfants, on ne croit pas les enfants. L'attention portée à nos soins a considérablement augmenté ces dernières années, confirme l'équipe de genre du CHU de Gand. Malgré leur statut de centre d'expertise, ils n'ont pris connaissance du passage relatif aux soins des personnes transgenres dans l'accord de coalition que le jour de la publication. Ce passage stipule « Nous chargeons le Centre fédéral de connaissances pour la santé de mener une étude sur l'utilisation des bloqueurs d'hormones chez les jeunes souffrant de dysphorie de genre, en nous appuyant sur les données scientifiques. Après une évaluation approfondie de ces programmes de soins et en fonction des besoins identifiés, nous renforcerons la prise en charge des personnes transgenres. » Les détails manquent. L'équipe de genre est inquiète. Connaissant le contexte plus large de cette formulation et l'expérience de nos collègues à l'étranger, face à la montée des mouvements d'extrême droite et anti-genre, nous ne devons pas être naïfs. Les partis de droite utilisent souvent les personnes trans et leurs droits comme un exemple du problème du wokisme, explique Folloy. Je rappelle aussi, pour les personnes qui auraient oublié qu'on ne saurait pas, que Bart De Wever, il y a quelques années, a écrit un livre qui s'appelle « À propos du wokisme », « Overwoke ». Et donc c'est un livre où déjà il y a plusieurs années, il s'attaquait au soi-disant wokisme, aux soi-disant dérives du wokisme et tout ça, et au lobby LGBT et tout ça, donc vraiment de la rhétorique complotiste d'extrême droite. Les inquiétudes liées à l'idéologie woke sont un sujet de discussion fréquent, notamment au sein de la Vlaams-Belang, de la NVA et du MR. Le Vlaams-Belang a soulevé cette question ces dernières années lors des questions parlementaires concernant la brochure Trans at School de Savaria. Savaria, c'est l'organisation LGBT un peu générale de Flandre qui fait un sacré bon boulot. Et donc, ça parlait des subventions aux organisations LGBTQIA+, dans les écoles. Aujourd'hui, l'attention se porte davantage sur les bloqueurs de puberté pour les jeunes transgenres. Les responsables politiques citant avec empressement des évolutions observées dans les autres pays européens. C'est un domaine en pleine mutation. En seulement 4 ans, l'accès à des bloqueurs a été restreint dans les pays comme le Royaume-Uni, la Suède, la France. Les députés Freya van den Driesch du Vlaams-Belang, Dominique Sneppe du Vlaams-Belang aussi, et Kathleen de Porter de la NVA abordent régulièrement cette question à travers des propositions politiques et des questions parlementaires. En octobre 2024, la Vlaams-Belang a déposé une motion de résolution à la Chambre des représentants demandant une enquête indépendante du KCE.
Ce faisant, le parti utilise un argument de prédilection qui a également servi à justifier des restrictions dans d'autres pays. L'exigence des preuves scientifiques, les soi-disant preuves scientifiques. Toujours quand on parle des personnes queer, on aborde les preuves scientifiques. Le conseil scientifique! La prise en charge des questions de genre chez l'enfant est un domaine de recherche relativement récent, impliquant peu de professionnels et nécessitant de nombreuses clarifications. Les mouvements anti-identité de genre en profitent activement. Cette demande de preuves scientifiques implique une exigence accrue de recherche longitudinale, comme l'étude des effets des inhibiteurs, donc les bloqueurs, 20 ans plus tard, et des essais contrôlés randomisés. Il s'agit de summum de la preuve dans le monde médical. Dans le domaine de la prise en charge des personnes transgenres, cela revient à proposer des soins à certains patients souffrant de dysphorie de genre et pas à d'autres, puis à comparer leurs ressentis. C'est inacceptable, c'est éthiquement irresponsable. Ce sujet sensible se retrouve également dans d'autres domaines de la santé, comme le traitement des troubles alimentaires. Nous aussi, nous plaidons pour davantage de recherche et évaluons constamment nos pratiques. Mais les connaissances dont nous disposons actuellement démontrent clairement que le bien-être psychologique des jeunes s'améliore grâce à l'utilisation des bloqueurs de puberté. Plus ce domaine se développera, plus il permettra d'obtenir des données longitudinales. En attendant, l'équipe souligne que ne pas prodiguer de soins n'est pas un choix de carrière neutre et que l'on ne peut pas simplement appliquer les critiques internationales au contexte belge. Par exemple, les responsables politiques citent principalement les pays anglo-saxons qui, contrairement à la Belgique, ont un système de santé beaucoup plus privatisé. Au Royaume-Uni, un point central du débat portait sur la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire des mineurs. En Belgique, c'est l'approche standard. Ce discours révèle d'emblée la méfiance fondamentale du mouvement anti-transgenre envers l'expertise existante. Lorsque des ministres fédéraux et flamands répondent aux questions parlementaires du Vlaams Belang en s'appuyant sur les informations du World Professional Association for Transgender Health, qui définit les normes de soins pour les personnes transgenres, et du Transgender Information Point, le parti dénonce un manque d'indépendance. Par exemple, en mars 2025, la députée flamande Freya van den Driessen de la Vlaams Belang a demandé comment s'assurer que le World Professional Association for Transgender Health fonde ses conclusions uniquement sur des preuves scientifiques et non sur l'idéologie. MDR. Les demandes d'information adressées par la responsable politique aux équipes de genre et aux organisations de promotion de l'égalité des chances mobilisent un temps précieux de ces structures, souvent de petite taille, mais aboutissent rarement à un dialogue constructif. La réponse n'est jamais assez bonne, déplore Motmans. On peut fournir autant de données scientifiques qu'on veut, elles ne seront jamais bonnes. Elles seront toujours ridiculisées, mal interprétées ou jugées sur la base de la méthodologie employée. Ce qui est présenté comme une exigence de preuves scientifiques sert en réalité à diffuser des informations erronées et sélectivement exagérées. Ces déclarations anti-genre au niveau politique semblent fortement influencées par d'autres acteurs. Cela devient évident lorsqu'on examine de plus près le centre d'expertise sur lequel le Vlaams Belang fonde sa position et qu'il cite à plusieurs reprises. Le Centre belge de la médecine factuelle, le CEBAM. Le Centre belge de médecine factuelle se décrit comme un institut médico-scientifique indépendant, multidisciplinaire et interuniversitaire et encourage le recours à la médecine factuelle par les professionnels de santé. Il propose notamment des formations aux méthodes et valide les recommandations de pratiques cliniques. Créé en 2002 par le gouvernement fédéral, le centre a bénéficié de subventions flamandes en 2013 pour le développement de Santé et Science, un site web visant à informer le citoyen de manière fiable sur la santé. Son directeur actuel est le médecin et ancien président de Volksunie, Patrick van Krukshoven. Volksunie, je rappelle, c'est le parti ancêtre de la NVA, c'est le parti nationaliste flamand qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale, donc assez fortement lié avec la collaboration. Le Centre belge de médecine factuelle a été créé par le gouvernement, a été subventionné par le gouvernement flamand en 2013 donc, pour faire leur site web, et c'est dirigé donc par un ancien président de la Volksunie, parti nationaliste flamand. En Flandre, il est considéré comme l'une des voix des plus critiques à l'égard des bloqueurs de puberté. Il échange régulièrement avec sa compagne, Marlene Finulst, médecin et journaliste également du centre, où il dénonce le manque de fondements scientifiques justifiant l'utilisation de ces médicaments.
Par le biais d'apparitions médiatiques et de conférences, ils ont diffusé leur demande de preuves scientifiques associées à l'hypothèse controversée d'une dysphorie de genre à apparition rapide. La théorie non prouvée par la docteure Lisa Littman postule que la dysphorie de genre se propage comme une contagion sociale chez les jeunes. Selon cette théorie, elle toucherait principalement les filles en détresse, influencées par les images idéalisées des réseaux sociaux et qui voient la transition comme une solution à leurs problèmes. Mais n'importe quoi. Ce discours a été repris avec empressement, non seulement par le Vlaams Belang, mais également promu en Belgique par des groupes sensibles aux questions de genre tels que Cry for Recognition, le comité des parents et grands-parents concernés, MDR, l'Observatoire de la Petite Sirène. Observatoire de la Petite Sirène, pour petite précision, c'est un groupe qui est proche de... comment elle s'appelle déjà pas la féministe, la transphobe et raciste française, là, comment elle s'appelle, qui est hyper connue. Ça, c'est leur petit lien à la Belgique, c'est l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est une dégueulasserie transphobe, hein, c'est à vomir. Ils font des conférences anti-trans, ils font des conférences racistes et tout ça. Vraiment, c'est un truc dégueulasse, quoi. Il s'agit principalement d'associations de parents catholiques et de psychiatres qui expriment leur inquiétude pour les enfants. Soi-disant leur inquiétude, mais quand ça parle de pédophilie dans leur cercle, là, on n'en parle plus trop, quoi. Bref. Ces groupes sont affiliés à des organisations en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Auparavant, nous n'aurions jamais associé les humanistes et les médecins aux organisations catholiques conservatrices. Mais sur la question des soins de santé pour les personnes transgenres, et notamment sur les bloqueurs de puberté, ils trouvent tous un terrain d'entente, explique le politicologue Verlooy. Grâce aux réseaux sociaux et aux médias qui reprennent souvent sans esprit critique le discours anti-trans, le mouvement parvient à toucher un large public. Les arguments d'une association catholique de niche sont ainsi étendus par des politiciens, des médecins et des philosophes ayant accès à des plateformes plus grand public. Ils organisent des conférences, ils écrivent des articles et interviennent dans les émissions d'actualité. Par exemple, Van Krukshoven, donc le président du centre de médecine factuelle, là, ce type-là a été cité dans des rapports de PANO, donc de la VRT en 2023, et il a été évoqué dans différents médias. Ce faisant, le centre de médecine factuelle confère non seulement une légitimité scientifique aux propos de ce type, mais renforce également la crédibilité du mouvement anti-trans dans son ensemble. Cette reconnaissance est dangereuse. Plus elle est légitimée, plus les dégâts potentiels sont importants. Par exemple, Van Krukshoven s'est prononcé de plus en plus ouvertement en faveur d'une interdiction des bloqueurs et d'une approche thérapeutique au cours de l'année écoulée. Lors d'une conférence en ligne à la KU Leuven le 12 décembre 2024, il s'est entretenu avec le pédopsychiatre wallonne Sophie Dechaine. Celle-ci présente une approche thérapeutique qui ne cautionne pas l'affirmation de genre. Son conseil aux parents, c'est: dites-leur que vous ne les appellerez pas par leur nouveau prénom qu'une fois que celui-ci aura été officiellement changé. La présentation PowerPoint de Van Krukshoven a mis en lumière tout ce que les jeunes vont manquer en utilisant ces bloqueurs. Des amis, les premiers émois amoureux, l'attirance sexuelle. Mais n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est du pur complotisme d'extrême droite, quoi. Van Krukshoven et Dechaine collaborent également au sein d'Isomère, où Van Krukshoven siège au conseil scientifique et Dechaine au conseil d'administration. Cette association, récemment créée, remet en question les traitements d'affirmation de genre. Dans leur brochure destinée aux parents d'enfants transgenres, ils affirment que votre enfant ne veut pas décider par lui-même et que les sentiments seraient effacés par les faits biologiques. Essayez d'éviter de discuter des prénoms et des pronoms avec votre enfant dans l'espace familial, dit la brochure. Ne modifiez pas vos habitudes et proposez-lui des activités physiques en extérieur qui le distraient de ces questions. Mais n'importe ça, en vrai, c'est de la thérapie de conversion, hein. C'est pas des électrochocs, mais c'est essayer de bloquer ou changer, soi-disant, la queerness d'une personne. Ici, dans ce cas-ci, la transidentité d'une personne, quoi. C'est ce qu'on peut qualifier pénalement comme de la thérapie de conversion et que c'est punissable, quoi. C'est illégal depuis 2022 seulement, mais c'est illégal. Non, 2023 même, je pense.
L'organisation Isomer s'inspire-t-il de l'American Society for Evidence-Based Gender Medicine? Cette organisation est connue pour diffuser la désinformation, des points de vue nuisibles et pour son lobbying politique. Le Southern Poverty Law Center a classé la Society for Evidence-Based Gender Medicine comme groupe haineux et des chercheurs à la faculté de médecine de Yale ont démontré le manque de fondement scientifique de leurs affirmations médicales. L'organisation est financée par des dons et soutient des poursuites judiciaires visant à restreindre les droits des personnes transgenres aux États-Unis. Les deux organisations se complètent. En octobre 2023, Van Knutshoven est intervenu lors de la toute première conférence de la Society for Evidence-Based Gender Medicine à la KU Leuven. Lors de la session en ligne de la KU Leuven, il a également semblé s'inspirer de leur approche pour la réponse belge aux bloqueurs de puberté. Je le cite, on observe beaucoup plus de poursuites judiciaires en Amérique. Lorsque la politique se retire, comme c'est le cas aujourd'hui, alors peut-être que les juges peuvent jouer un rôle majeur. Je pense que le monde médical doit assumer ses responsabilités à tous les égards, car la politique en Belgique se dérobe de ses responsabilités. Le fait qu'une sélection de figures et de théories puisse mener à une fascination pour les thérapies de conversion est inquiétant. Cela démontre la confiance et l'autorité dont jouissent les médecins, même lorsqu'ils ne sont pas spécialisés dans la santé des personnes trans, comme Van Knutshoven ou Finn Hulst. Ce phénomène n'est pas nouveau. Mies Kampeners, chercheuse en études trans, souligne comment le fait d'être trans est de plus en plus réduit à un problème purement médical et psychologique. Cela signifie que les experts désignés pour en discuter sont, une fois de plus, des autorités médicales, des médecins, des psychologues, des sexologues, qui ne sont généralement pas eux-mêmes trans. Les personnes trans concernées sont placées sous une position de dépendance où elles doivent se soumettre à l'autorité d'autrui. De ce fait, elles sont exclues de la légitimité et de l'expertise nécessaires pour parler d'elles-mêmes. Cette médicalisation sert les mouvements anti-trans. Le contexte social et le déséquilibre des pouvoirs qui façonnent l'expérience transgenre sont relégués au second plan. Ou, comme le dit Kampeners, le débat scientifique est utilisé pour éviter d'avoir à parler d'autre chose. Par exemple, pourquoi l'attention se porte sur un groupe si restreint ou d'où vient la peur du changement ou la perte de contrôle. Le mouvement anti-trans ignore que la société est hostile aux personnes trans et qu'elle est marquée par la discrimination et la violence. La recherche d'une vérité médicale absolue marginalise de plus en plus l'expertise humaine dans le débat. L'issue de l'étude commandée dans le cadre de l'accord de coalition demeure incertaine. Le gouvernement Van den Broeke, donc le ministre de la Santé, a déclaré que le centre n'avait pas encore entamé son enquête. Le professeur Cannot entrevoit deux scénarios possibles. D'une part, le gouvernement pourrait adopter une position plus restrictive concernant l'utilisation des bloqueurs de puberté, allant jusqu'à l'interdiction dans le cas de plus extrême. D'autre part, il pourrait instrumentaliser l'étude pour démontrer qu'il n'y a rien à redire et ainsi apaiser le débat. Selon Cannot, une interdiction ne semble pas imminente. Cela ne se produit pas dans un cas hautement éthique, comme l'avortement ou l'euthanasie. Intervenir ainsi dans une pratique médicale par la voie législative est plutôt exceptionnel. Il souligne que le gouvernement a également développé des centres de congrès pour les soins aux personnes transgenres et qu'une nouvelle directive approuvée cette année dans le monde médical germanophone est encore plus explicitement favorable aux bloqueurs de puberté. Cette directive renforce la nécessité de soins d'affirmation de genre. Là où les gouvernements restreignent l'accès aux soins de santé, les personnes transgenres prennent les choses en main. Aux États-Unis, les restrictions ont entamé un accroissement des investissements dans les programmes de parrainage queer et la création de leur propre réseau juridique. Via des sites web comme Trans Safety Network et Health Liberation Now, les personnes transgenres partagent des informations sur la santé, luttent contre la désinformation. Ces restrictions favorisent principalement des pratiques plus clandestines comme le partage d'hormones. C'est pour ça que c'est important de continuer à militer, à lutter pour les personnes trans et de lutter aussi contre l'homonationalisme. Que l'homonationalisme, donc, c'est le fait de parler positivement des homos quand ils sont d'une certaine manière, quand ils sont blancs, belges et d'extrême droite. et du coup, utiliser surtout la lutte queer pour taper sur tout le reste et utiliser la lutte homo pour taper autant sur les personnes racisées que sur les personnes trans.